et on va pouvoir y aller. Salut à tous, bienvenue sur Niptech 203 où l'on va parler de plein de tendances dans le monde. Allez, récitez-le avec moi, des startups, d'inspiration et d'innovation. Si vous le saviez, vous êtes des purs, vous êtes des fidèles de Niptech et vous faites plaisir. Et donc, vous allez probablement bien profiter de cette émission aussi, une émission à 3 voix et un producteur, Skywiz qui est aux manettes comme d'habitude, qu'on remercie bien. Et aussi Mike qui est là. Comment vas-tu, Mike? Salut Ben, plaisir d'être présent. Non, bien. Et je te vois toujours dire ces trois mots-clés pour Niptech et finalement, j'ai deux mots pareils et un mot différent. Donc moi, je dis toujours tech, startup et inspiration. Et toi, tu dis startup, inspiration et Innovation. innovation. Comme quoi. Mais j'aime bien le mot tech parce que je trouve qu'on parle de tech quand même. Donc je me dis pourquoi pas ce petit hashtag. Alors ouais, écoute, je pense que ça vaut la peine, ça vaut la peine d'y réfléchir. On verra, mais enfin bon, là on est un petit peu, on est dans les débats de bénédictins. On voit qu'après 203 émissions, on arrive dans les réglages fins déjà. C'est pas mal, c'est vrai. Mais Ça, c'est- comme on dit toujours, on en avait parlé, il faut toujours trois trucs. Donc, trois personnes, trois titres, trois bullet points. C'est ça dont les gens peuvent se souvenir. Donc, je pense que trois mots pour décrire Niptech, c'est déjà pas mal. Oui, absolument, absolument. Et nous sommes aussi rejoints par Johan, qu'on retrouve avec plaisir. Salut Johan. Salut Ben, Mike, salut également. Content de faire partie de la triptyque, hein, alors, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, je sais pas qui est qui dans l'histoire, mais content de faire partie. Ouh, ouais, Écoute, le nombre 3, beaucoup, on pourrait en trouver hein, des c'est Moi, je suis le clair. comparaisons. Saint-Esprit, comme ça, je peux me faufiler partout, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal, ouais. Non, bah écoute, en tout cas, fin prêt pour une émission. Ça a été assez studieux cette semaine. Peut-être comme d'autres niptékiens, on a dû un peu travailler cette semaine pour le mock dans lequel on s'était inscrit, mais voilà, quoi. Il y aura pas mal de petits trucs à raconter. Ouais, bah alors commençons directement. Le mock que j'avais annoncé la semaine passée, où j'avais dit aussi, ah, je me suis inscrit, je vais le faire, et puis finalement, évidemment, je l'ai pas fait du tout. Pourquoi j'ai pas fait avant de passer la parole à ceux qui en savent plus que moi? C'est parce que je trouve difficile de retourner sur YouTube. J'aimerais bien avoir le cours en audiobook. J'aimerais bien l'avoir en format de podcast. Alors vous direz, ouais, voilà, c'est normal. Mais franchement, vous préfériez pas que ça vous vienne comme ça directement à vous plutôt que de devoir aller sur le site et se loguer, tout ça. Moi, ça, c'est pour ça que j'ai pas été en fait. Je sais pas. Vous qui avez fait, Johan. Ouais, moi, écoute, en tout cas, moi, de mon côté, j'ai plutôt pas mal apprécié l'idée, en tout cas, qu'il proposait sur le papier, le fait de pouvoir s'ouvrir, peu importe que tu sois français d'un autre pays, et tout ça gratuitement. Ça, j'ai pas mal apprécié. Sinon, après, sur le contenu, c'est vrai que voilà, peut-être le profil que j'avais n'était peut-être pas forcément celui qui était le plus ciblé sur ce que ça pouvait apporter, mais je suis sûr qu'au travers des semaines qu'on va encore passer, je trouverai bénéfice de tout cela. Et qu'est-ce que tu as retenu de ta dernière leçon? S'il y a une chose qui vaut la peine, qui donnerait envie aux autres de s'inscrire. Une chose, hein, enfin, et j'ai eu l'expérience encore il y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine de jours. J'étais à un dîner, il y a une personne qui me disait oui, j'aimerais bien me lancer, mais je sais pas, j'attends encore, j'attends d'avoir la bonne idée. Là, pour l'instant, je suis pas encore sûr à 100%. Vraiment, là, je pense que je vais avoir la bonne idée dans pas longtemps, mais je l'ai pas encore. Mhm. Et finalement, c'est vrai que le dernier cours, enfin l'un des cours qu'on a pu voir, touchait à cette question-là et je l'ai trouvé très juste. Et c'est vrai que euh, je pense que pas qu'il faille une bonne idée ou une grande idée ou l'idée révolutionnaire pour se lancer. Et je pense que ne serait-ce que voilà, cet enseignement-là, il devrait être utile à beaucoup de personnes. Ne pas avoir peur de se lancer, quelle que soit l'idée qu'on a. Bon, d'accord, très bien. Alors, on verra hein, la semaine prochaine. Normalement, Fabrice fait aussi le cours. Sky est aussi sur le cours. Alors, si vous en faites partie, n'hésitez pas à nous laisser les commentaires, à voir ce que vous trouvez intéressant, utile et les autres choses encore. Et puis, vous remarquez que, bah, alors voilà, tout le monde, ceux qui regardent la vidéo, voient que j'ai un très joli logo dans le dos. Jérémy, qui est un fidèle auditeur de Niptech, est en train d'en faire un pour Mike. Donc, je me réjouis beaucoup qu'il y ait un deuxième
logo 3D qui soit dans la vidéo, ça va être bien, Mike. Hein. Oui, je me réjouis. Hein. Vraiment, l'année dernière, j'avais dit comme objectif que j'allais avoir une nouvelle, de l'éclairage meilleur, un fond blanc. Et puis, au fait, j'ai rien fait de tout ça. Je suis resté comme ça. Le fond a peut-être changé, mais c'est juste parce que j'ai déménagé. Donc, franchement, là, il y a de l'amélioration. Donc, je vais coller, vous voyez là, hop, ceux qui regardent la vidéo, ceux qui ne voient pas, ben, tant pis, il faut la regarder. J'ai collé un petit logo Niptech. Je me réjouis. Donc, merci à Jérémy parce que franchement, comme on dit toujours, c'est la communauté, c'est ça qui fait la force de Niptech. Et on les remercie jamais assez. Donc, merci à Jérémy. Exactement. Et puis Sky, qui scrute les conférences, les mocks et les bons plans d'un œil vif et acerbe, nous a préparé quelques questions parce qu'on se dit, ouais, nous on est les pros, le crowdfunding, on n'a pas inventé le concept, enfin voilà, quand ça raconte. Alors, il nous a préparé des questions sur Oulélé et Kickstarter, donc à nous de voir si on va vivre à la hauteur de notre réputation. Waouh. Le plus rapide, ben voilà, gloire à lui, quoi. On est prêt. Sky, qu'est-ce que tu avais préparé alors? Alors d'abord, c'est bizarre, tu dis oulélé. Enfin, Ulule, oui, je me suis fait ouais, engueuler Ulule. plein de fois. Ouais, pardon. Oulélé, ouloulé, ouloulou. Normalement, tu devrais partir avec 3 points de retard. De plus en Allez, plus. moins 3 points. Alors en C'est fait, juste. j'ai assisté à une conférence qui était sur Bordeaux, c'est le Ulule Tour. Hmm. Donc c'est des gars d'Ulule qui font le tour de la France pour parler d'Ulule. Donc là, ceux qui sont en vidéo, je mets le site là. Hop. Ah Je sais ouais, pas qui si est vous bien. voyez, ouais. Ouais, Carrément. Ulule, toi, qui est le petit symbole, là, la petite chouette de Ulule qui fait plaisir. Donc en fait, ils nous ont parlé d'Ulule. Il y avait différents projets présentés par les créateurs. Donc il y avait Cédric de Geeking qu'on salue, Bien qui a sûr. parlé de son projet, de sa réussite, qui a fait 400%. Et ils nous ont mis plein de chiffres. Donc j'ai voulu comparer ça avec Kickstarter et je vous ai préparé un petit quiz de 5 questions. Alors, on va commencer de suite. La chatroom, vous pouvez participer aussi. Alors déjà, la première question, qui a le meilleur taux de succès et de combien entre Kickstarter et Ulule? Je dirais Ulule. Ulule, je 72%. Moi, je dirais Ulule 30%. Vu que je dois être joueur, je dis Kickstarter, vu que je vais être le seul, et 40%, peu importe le pourcent. Je suis gagnant si c'est Kickstarter. Alors non, en fait, c'est Ulule à 63% et Kickstarter à 44%. Mais Pas c'est- mal, pas mal. 63%. Mais alors, Ouais. moi, ma question, ça serait parce que peut-être c'est parce que les gens demandent moins sur Ulule que Kickstarter. Donc moi, je fais partie des avec Usic là en ce moment, je fais partie des 60 des 60% qui réussissent pas. Ah, Des merde. 30% de losers, ouais. Écoute, c'est une petite communauté assez. Moi, je trouve qui quand même l'écoute. hallucinant ces chiffres parce que 63% des coûts qui reçoivent de l'argent et de l'argent qu'ils voulaient, c'est quand même énorme, je trouve. Pas vous? Oui, je trouve ça impressionnant. Est-ce que tu as le C'est nombre clair. de Kickstarter? 44, c'est. Ah, 44. Ouais, mais déjà, même 1 sur 2, c'est énorme. 40%, j'étais pas mal, hein, moi aussi. Ouais. Non, et puis est-ce Ouais. que, enfin, moi, j'ai toujours un petit problème dans ce genre de. C'est sur quel échantillon l'ont-ils fait? Est-ce que c'est des projets équivalents? Est-ce que la taille des projets était, tu vois, dans des secteurs, enfin, il faut, je pense que des chiffres, on peut leur faire tout dire. Méfiez-vous des chiffres. Faire parler les chiffres, mon prof à l'université. Ah, tu dis ça parce que j'étais le plus proche. Attends. Ouais, c'est ça. C'est vrai que je Question suis peut-être un suivante. peu mauvais joueur dans l'histoire. Donc question suivante, qui a collecté le plus d'argent, le plus gros? Kickstarter. Ah ouais, Voilà, c'est pas Kickstarter, Kickstarter, oui. là, ouais. Oui. Ah, Et 800. combien? 868 millions Wow. de Et dollars. donc, eux, ils chopent 6% de ça, non? Kickstarter, ouais, je vais venir après. Ah, ok, d'accord. Et Ulule, donc 13 millions de dollars. Donc soit 10 millions d'euros, quoi. Ah, Après, ouais, donc, ouais. question suivante. Quelle est la commission pour chaque projet? 6% Kickstarter. Kickstarter, ça je sais. Moi j'ai vu 5% pour Kickstarter. Ok. Ah, mais parce que tu as Et, le PIB. Pour Ulule. Et Ulule, 8%. 8. Les salauds. Ouais. 8, bah ouais, 8, donc voilà, on a leur 8% de 10 millions d'euros, donc 800 000. Mm. Ouais, sachant qu'il y a pas mal de frais là-dessus. Dans les frais, dans ces 8%, est-ce qu'il y a les transactions
bancaires inclus, c'est-à-dire est-ce que c'est 8% plus 2% de carte de crédit ou c'est 8% et tout est inclus? Net de frais. Je crois que c'est net, ouais. Ah, d'accord, ouais. C'est pas mal parce que souvent PayPal et compagnie prennent déjà 2%. Bon, eux, ils ont sûrement des taux, mais c'est vrai que. Ok. Bon, c'est quand même hallucinant parce que tu disais 850 millions pour Kickstarter, ça fait x0,5, on est à 42 millions. Moi, honnêtement, je me disais toujours, bon, ces compagnies, elles vont avoir de la peine à pouvoir faire de l'argent, si C'est du ça. bénévolat, ouais. Et finalement, ça l'est pas du tout. On voit que ce qu'on appelle scaling, donc sur l'internet, fonctionne vraiment. 850 millions, 42 millions de, enfin, on va pas dire ça de bénéfices, mais en tout cas de revenus, je trouve pas mal. Donc Ouais. ensuite, question suivante, le projet le plus financé sur ces deux plateformes? Le 3D Pen, Non, alors moi je dirais pour Kickstarter, c'était même si Peeble. ça n'a pas fonctionné, c'était le truc le le Ubuntu. téléphone de Ubuntu. Ouais. Non, moi j'ai Peeble quand même. Aucune idée, moi. Ouais, c'est Peeble pour Kickstarter à 10 millions. Wow. Et Ulule, c'est 680 000. C'est Noob, la série. Ah ouais. C'est un truc français. Ouais. Ouais. Mais toi, 680 000. Ils ont fait en tout 10 millions. Donc c'est déjà rien qu'une, toi, c'est Quasiment. un 16e du tout, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Ça te dit aussi vraiment, hein, c'est distribution. Je sais pas, en linguistique, on parle de loi de Zipf, quoi. Quand ça tombe assez dru comme ça. C'est intéressant de voir. Je pense que tout ça on trouve. Hein, on avait dû même en parler de combien le deuxième projet a et le troisième a reçu d'argent. Et combien la masse reçoit, parce que ça doit être assez petit la plupart. Et moi j'ai une question, Sky. Est-ce qu'ils ont un peu parlé d'Indiegogo pendant cette réunion, pendant cette séance d'information? Non, ils en ont pas trop parlé. Ils parlaient surtout de Ulule. Après, moi, les questions s'orientaient un peu plus sur les autres, pour comparer avec les autres plateformes. Mais sinon, non, c'était plus sur Ulule. Et c'était plus la gestion de projet au sein d'Ulule, comment il fonctionnait, etc. Pas mal. Ouais, moi, je dois dire que c'est vrai. Dernièrement, j'entends plus parler d'Indiegogo via les réseaux sociaux que de Kickstarter. Clairement. J'étais très très surpris. Ah mais vous aussi, alors je suis content que vous ayez le même sentiment parce que on m'aurait dit, est-ce que Indiegogo a la moindre chance face à Kickstarter? Je pense que dans un bon jour, j'aurais rigolé et dans un mauvais jour, j'aurais même pas pris la question. Et tu sais pourquoi, Ben? Parce qu'il y a Justin Bieber qui a un truc comme ça. Non, c'est pas Justin Bieber qui sort d'une maison close à Rio, c'est autre chose. C'est que finalement, selon ce que j'ai entendu dire, Kickstarter ont commencé à vouloir sortir du hardware. Pourquoi? Parce que même que Peeble pourtant est celui qui a ramené le plus d'argent, c'est pour ça que j'étais étonné. Il disait qu'il y avait finalement une petite déception des utilisateurs quand ils recevaient la montre, un peu comme Johan quand il avait reçu le cadeau qu'il avait bien sûr payé, et la déception. Alors il voulait se recentrer sur un peu plus ce qui était service, c'est ça que j'avais entendu. Et que Indiegogo, elle prenait la relève et ça les dérangeait pas de prendre ce risque et puis d'aller aussi dans des projets qui... et je crois qu'ils en acceptent peut-être aussi plus, donc ce qui fait qu'on en entend plus parler d'Indiegogo. Ouais, et bah écoute, vu qu'on parle d'Indiegogo et qu'on parle de projets où on va mettons un point d'interrogation, parlons-en directement. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce projet qui consiste à protéger les femmes du viol via des habits qui sont censés être très difficiles, vraiment très difficiles à enlever, impossibles à couper, sauf pour les gars qui font les services d'urgence. Enfin, il y a un truc, mais voilà, c'est vraiment très difficile. Sinon, donc en gros, ça s'appelle AR Wear, et ils disent voilà, si vous êtes une femme, que vous allez jogger, que vous allez en club. Tu paramètres même un code secret à 4 chiffres pour pouvoir déloquer le bouton de sécurité. Ce qui est totalement fou. Alors, bon, partant du principe qu'on est bien d'accord que dans une société bien faite, on passerait pas notre temps à devoir faire ce genre de trucs et on apprendrait aux hommes à se comporter. Mais est-ce que ça a un sens? Mais on doit se contenter de dire ça, moi je pense. On va même pas aller plus loin. Enfin, moi à titre personnel, je vais même pas plus loin. Est-ce qu'on a besoin de créer des vêtements anti-viol? Enfin, le monde est fou.
Oui, le monde est fou, mais le monde ne se limite pas à l'Europe, hein, parce que quand tu vas dans d'autres pays comme au Mexique, où il y a beaucoup plus de criminalité, comme au Brésil, où il y en a beaucoup Ouais, plus, mais je bon, veux dire, ou peut-être dans des pays plus pauvres, je suis d'accord avec toi, mais ils n'auront pas l'argent pour gens pour s'en pouvoir payer, c'est clair. acheter. Bon, Donc peut-être. finalement, on se retrouve dans le problème Bon, moi, je pense que initial. l'utilisation, elle peut être tout autre. Déjà, je trouve, c'est assez spécial comme demande et puis comme chose, mais pourquoi pas? Finalement, ils ont 51 000 dollars, donc ils ont réussi Ouais, je suis sur leur page, à gagner l'argent qu'ils voulaient. tout Peut-être à fait. un- une des verticales qu'ils pourraient faire, c'est au fait le copain ou la copine qui achète ça pour son ami pour le protéger des conneries qu'il pourrait faire potentiellement. Ça serait peut-être une autre méthode Une autre manière de le vendre. Ouais. une autre verticale. Ouais, mais non, mais c'est vrai que c'est assez spécial. Ce que je trouve intéressant dans ce projet, et c'est vrai que John, il m'a fait réagir un peu dans le même sens que toi au début. Après, je me suis dit, mais en fait, c'est assez rare ces projets qui ont une visée, tu sais, qui ne sont pas gadgets. Là, on est quand même des questionnements assez Ouais. profonds. Et je trouvais que c'était pas très souvent qu'on avait des projets comme ça, propres à un débat de fond sur Indiegogo ou Kickstarter. C'est vrai. Mais je reste avec un point d'interrogation. Je serais très, très curieux d'avoir vos opinions. Alors bon, alors ça, on l'oublie. Et peut-être ça va plus te plaire, Johan, plus te parler. Il y a un autre pantalon qui est sur Indiegogo, si je me trompe pas. Ledge Pants, qui est un pantalon qui te permet de te renverser du café dessus si tu en as envie. Et il n'y aura pas de tache au final. Ouais. Enfin, un truc où on peut être dégueulasse et puis finalement tout à fait présentable. Quel bonheur. Ouais, c'est le pantalon tout-terrain, comme il le présente, aussi bien pour le sport que pour le boulot. Effectivement, capable d'essuyer toutes les péripéties de la vie. Bon, intéressant sur le papier. Après, le marché est difficile là-dessus. Euh, Welcome sur le marché, comme on dit. Après, voilà, il va falloir qu'ils se battent. On avait parlé d'un habit que l'armée américaine travaillait sur des habits qui s'auto-nettoyaient, C'est pas une fiction, hein, c'est la réalité parce que eux ont vraiment ce problème-là aussi quand les soldats sont longtemps dans leurs propres habits, ben ça leur permet de s'auto-nettoyer. Je crois que c'était même pas auto-nettoyant, c'était qu'ils salissaient pas. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment un domaine qui a de l'avenir. J'imaginais que actuellement on appelait ça un jeans, c'est-à-dire qui salit mais ça se voit pas. Mais je trouve l'idée super. Après, la question c'est quelles sont les fibres, comment on les lave, est-ce que c'est plus difficile à laver que pas à laver, comment ça se porte, est-ce que ça se froisse, est-ce que ça se froisse pas. Enfin, il y a plein de trucs qui me viennent à l'esprit, mais je trouve l'idée monstre cool. Non, elle est très sympathique, mais comme tu le soulignes, enfin, peut-être que le point central, ça sera à qui s'adresse ce genre d'habit. Enfin, je pense, hein, tu as cité l'armée, tu as cité peut-être des cas dans lesquels vraiment il peut y avoir une utilité, mais dans le Bon, monde bon, dans lequel on vit, on lave tous Hmm. nos habits moi, et je suis pas ça forcément d'accord régulièrement. avec toi, parce que finalement, on lave nos habits, mais c'est pas par plaisir, c'est plus parce qu'on est obligé. Donc, si on avait des habits qui s'auto-lavaient ou qui ne nécessitaient pas de se laver, ben, ça nous enlèverait le fait de le faire. C'est Après, intéressant. Tu enlèves finalement le dogme de départ, le postulat qu'on met, c'est il faut laver ses habits. Toi, tu es au-delà de ça, tu te dis non. Peut-être que demain, on aura des habits qui ne nécessiteront plus d'être lavés. Et donc là, on revient finalement à un autre mode de pensée. Écoute, je valide. tu Ça me sais, fait. parce que j'avais une fois écouté je sais pas si c'était un blog ou autre chose. Il parlait des différentes innovations. Il y a des innovations qui innovent et qui changent la vie, et d'autres qui te réduisent la difficulté de vivre. Exemple, un aspirateur qui fonctionne bien. C'est pas que tu adores passer l'aspirateur, mais finalement, le fait qu'il fonctionne bien va t'enlever Une pénibilité. une pénibilité, exactement. Alors que d'autres choses qui seraient, je sais pas, une moto, ça va plutôt une moto cool ou un iPhone, c'est plutôt quelque chose qui va pas t'enlever une peine, mais qui va te rajouter un plaisir ou quelque chose pour faire à Le manger. fanboy. Le fanboy. Il a quand même réussi à le placer. Mais Exactement. on parle beaucoup de wearable tech, hein, mais on pense plutôt aux montres et tout ça. Je trouvais intéressant de revenir un instant donc, sur ces innovations textiles parce que c'est vrai, alors à un moment les deux vont fusionner, hein. On va avoir dans nos habits
qu'on n'aura jamais besoin de laver. On aura en plus de l'informatique embarquée. Je trouve intéressant. Je trouve vraiment cette tendance disons aussi dans les matériaux assez cool. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose dont on va encore beaucoup entendre parler, ou bien c'est un petit peu un coup de hasard cette semaine que les deux soient là en même temps, un petit peu sous le feu d'actualité? On voit quand même pas mal de projets qui tournent autour de ça. Non, non, je pense que c'est des vrais sujets. Après, voire même qui seront de la même manière qu'on voit l'énergie propre, etc. On aura sûrement à un moment donné les habits propres ou ce genre de choses. Et ne pas oublier que les habits sont un énorme business. Non seulement un business en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de changement aussi, de renouvellement constant. On change de mode, d'habits, on change de jeans, de choses comme ça. Donc, et aussi en termes de marge pour les gens. C'est des marges énormes. Hein. Souvent, on achète des t-shirts 3-4 francs et on les voit à 80 et plus dans le commerce. C'est normal. Donc, c'est un domaine qui rapporte du pognon. Hein. Donc, je comprends pourquoi les gens vont là, vers ça. Juste pour terminer, peut-être, j'adore le mot Ledge Pants, Ledge. Je trouve cool. Et puis, le logo est cool aussi. Donc, bravo à eux d'avoir pas seulement eu une bonne idée, mais d'avoir mis un beau logo sur ses pantalons. Ouais. Bon, alors on va passer à toute autre chose, si vous le voulez bien. On va arriver, tu dis, il y a des innovations qui changent la vie. Eh bien là, il y en a une que je vous propose. La chose qu'on déteste tous et qu'Apple a bien mis en évidence via le sensor, le capteur à doigt et à chat et à téton qu'ils ont mis sur leur téléphone, c'est les mots de passe. Les mots de passe, c'est franchement un truc qu'on déteste et on a tous raison. Alors, qu'est-ce qu'a fait une compagnie, une société start-up? C'est Just Knock, où on va pouvoir ouvrir son Mac, son iPad, etc., en tapant sur son téléphone un code, alors voilà, en tapant par exemple 2 petits coups sur son téléphone, et ça va ouvrir son écran de son Mac. Et je trouve ça assez cool parce que c'est vrai que bon, alors oui, mais si on te tue, puis qu'on prend ton téléphone, puis qu'on va sur ton Mac, oui, dans ce cas-là, voilà, c'est comme ça, c'est foutu. Mais pour toutes les autres utilisations, 10 fois taper sur mon téléphone que taper cette espèce d'énorme mot de passe que j'ai mis dans un jour de complète paranoïa sur mon MacBook. Est-ce que ça vous parle aussi? Mike, toi qui as un iPhone, c'est le seul à pouvoir en profiter pour le moment. Je trouve pas mal l'idée. Perso, c'est la deuxième fois que j'utilise l'iPhone 5S, pas pour moi, mais pour quelqu'un. Et puis, que j'ai testé le fingerprint. Donc, comment ils appellent ça? Je me souviens plus le nom exact. Ouais, ou ID, Top ID, ou je ne sais plus comment ils l'appellent sur l'iPhone, mais ça fonctionne bien. Donc, j'ai vu vraiment que faire son code, ça peut être vraiment chiant et que le fait de mettre son pouce te change la vie. Donc, je me dis, pourquoi pas, le fait de taper sur son téléphone et d'ouvrir son Mac ou son PC, c'est quand même quelque chose qui te change la vie aussi. Au niveau sécurité, j'arrive pas encore à m'imaginer si c'est si sécure que ça. À part si tu as une manière peut-être de taper sur ton téléphone, 1, 2, 3, ou de tapoter, de faire un petit code en tapotant, mais l'idée est bonne. Tu t'en fiches vu que c'est ton téléphone et qu'il est mis avec ton ordinateur. C'est un téléphone unique, c'est pas un code, c'est un téléphone unique et ton ordinateur unique. Donc t'as même pas besoin, c'est comme si tu dois le rapprocher de ton ordinateur. Exact, c'est exactement ça. Non, l'idée est vraiment très très bonne sur le papier. Tu rapproches donc effectivement l'iPhone de ton ordinateur, tu tapotes un petit bruit sur ton iPhone et ça déloque ton compte sur ton ordinateur. Là où on doit préciser, c'est que ordinateur, ce n'est que Mac, c'est vraiment centré sur les produits Apple. Donc ça marche pas encore sur PC et c'est vraiment certains MacBook Air de certaines générations, c'est pas tous qui sont encore compatibles. Ouais, mais le produit est top. Je trouve intéressant, vous vous souvenez, il y avait eu beaucoup d'essais dans une startup qui est à 2 pas de chez moi, qui s'appelle Killemon, de vous débloquer l'ordinateur via votre webcam, et puis quand tu t'assieds devant, ça s'ouvre. Mais ça marchait pas. Les gens n'avaient pas forcément envie de le faire, ça n'a pas vraiment pris le dessus, alors que ça, je peux voir que c'est un mouvement assez naturel. Tu arrives, pac, tu vois, c'est dans une sorte de fluidité, tu n'as pas besoin de te poser devant, d'essayer de te positionner juste bon pour la caméra.
je trouve ça malin et personnellement, bah, j'ai pas d'iPhone donc je vais pas pouvoir le faire. Mais le jour où ça sortira pour le Nexus 5, ben je prendrai, oui, parce que j'ai pris le Nexus 5. Alors comme SkyWiz, je suis très fier, mais en tout cas ça vaut la peine. L'autre truc, un autre petite startup qui m'intéressait parce qu'on en parle de temps en temps et que ça vaut la peine de faire un petit rafraîchissement, et vous verrez pourquoi on parle de rafraîchissement, c'est Building Robotics. Alors, building, c'est les bâtiments, robotics, voilà, pas besoin d'expliquer. C'est en fait une interface qui permet aux gens qui sont dans des bâtiments de dire leurs préférences en termes de chaleur, en termes d'éclairage, etc. Et donc, en fait, ça donne à l'utilisateur d'un bâtiment une sorte de pouvoir sur son environnement. Ce qui est cool, évidemment, c'est quand les gens partent en vacances, par exemple, eh bien, le bâtiment sera au courant et donc pourra agir en conséquence. Moi, je me souviens que souvent, enfin, je ne sais pas si vous avez travaillé dans des bureaux comme ça, où d'un coup, ils disent, ben voilà, toi, tu es piqué pour entre Noël et Nouvel An, alors bon, un peu la tuile, et ils disent, ah, au fait, entre Noël et Nouvel An, il n'y a plus de chauffage dans l'immeuble parce que tout le monde est en vacances. Donc, voilà, on était loin des buildings intelligents. Et ça me paraît intéressant. Par contre, je n'ai pas cette connaissance sur disons, la difficulté d'installer des choses comme ça. J'aurais besoin là de votre input pour comprendre un petit peu mieux. À votre avis, est-ce qu'on va voir arriver ça ou il faudra attendre qu'ils aient démoli la moitié des villes enfin, dans les buildings, dans les maisons, comment on dit, haussmanniennes à Paris? Est-ce qu'on verra ça un jour? Sur le principe, je pense que oui, on pourrait arriver à le voir. Moi, je trouve qu'ils sont partis d'un postulat intéressant, à savoir que effectivement, on s'interroge sur la réduction d'énergie d'un bâtiment, sur le fait qu'il soit plus écologique, sur le fait, enfin, on s'interroge beaucoup au moment de la construction d'un bâtiment et peut-être un peu moins de l'utilisation que les gens en font finalement au quotidien de ce bâtiment-là. Et finalement, d'avoir recentré l'utilisateur final de ce bâtiment, nous tous autant qu'on est, à l'intérieur de la consommation et de la manière dont on va le consommer l'énergie de ce bâtiment, oui, c'est sûr qu'il y a des économies et des réductions de coûts à faire, et je pense que oui, c'est assez intéressant comme élément. Bon, on en a déjà parlé de ce genre de choses. Il n'y avait pas un produit qui s'appelait Next, fait par des gens d'Apple, qui est un produit que tu branchais sur l'air conditionné pour pouvoir régler l'air conditionné de ta baraque. Bon, il fallait déjà avoir un gros bouton d'air conditionné, ce que nous, on n'a pas du tout en Europe. Enfin, pour la plupart en tout cas des endroits que je visite, il n'y en a pas. Peut-être au sud de l'Espagne quand même. Ouais, mais celle-là, c'est beaucoup plus poussé parce que imagine que tu as 500 personnes dans un open space et tu vas dire cette grille de ventilation-là où je suis, eh ben, tu souffles moins, mais le gars derrière qui lui aime bien porter 12 pulls et puis a toujours un peu chaud, alors là, tu souffles plus, toi. Oui, mais en même temps, si tu peux le faire. Ah, ça c'est clair. Je pense que l'idée est géniale et puis finalement, si tu peux le faire, je pense que la complexité, elle va venir des anciens systèmes qui monitorent tous ces airs conditionnés, qui sont, à mon avis, assez old school. J'aimais bien le concept de Next parce qu'il se mettait sur l'interrupteur que tu avais déjà, que je trouvais pas mal. Et c'était assez simple. Moi, je trouve génial tout ce qui peut réduire la manière dont l'économie d'électricité, c'est bien. Je pense qu'il y a un sacré avantage pour un bureau, un sacré avantage pour une personne d'investir dans ce genre de choses, ce qui fait que finalement, les gens sont prêts à payer. Et ça, je trouve pas mal. Ouais, je suis moins optimiste que toi sur la volonté des gens d'investir dans du mobilier, mais... Ben oui, parce que Next fonctionne et elle a prouvé que les gens sont prêts à payer. D'accord. Bon, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu l'occasion de le voir, mais d'accord. Bon, c'est bon à savoir. Next, ils ont développé. En fait, c'est les anciens d'Apple, donc qui sont des food design. Ils avaient travaillé sur le premier iPod ou un truc comme ça. Et ce qu'ils ont fait, c'est que maintenant, ils ont développé pour le feu. Les alarmes anti-feu. Donc, ils se mettent sur l'alarme anti-feu pour pouvoir justement faire des bruits. Et puis, eux, ils font c'est des vocales, c'est des choses très gentilles, un peu pas un bruit très agressif, parce qu'ils ont remarqué que pour le feu, le fait que c'est une personne qui parle au lieu d'une espèce de bruit qui crie fonctionne mieux. Donc, voilà. Il y a des gens qui travaillent et sur la fonctionnalité et sur le design. Oh, d'accord. Donc, ça dit bonjour. Le bâtiment est en feu. Est en feu. Veuillez sortir sur la gauche. Non, en plus, on en avait déjà parlé dans Niptech, mais je crois que tu n'étais pas là, Ben, donc tu n'es pas blâmable.
Ah oui, blâmable, parce que j'aurais dû le savoir. J'aime bien dire Niptech 44. Bon, allez, on va lancer le petit appel aux dons. Et non, c'est pas l'appel aux dons pour usqzdic.ch ou Indiegogo, parce qu'on va revenir là-dessus. Mais c'est pour, et vous l'avez sûrement vu, mais c'est bien de se rappeler, les Internet Archive qui a eu un de ces bâtiments qui est parti en feu. Si vous voulez trouver comment aider Internet Archive, qui, comme vous le savez, permet de retrouver les sites d'il y a 10 ans, 20 ans, enfin, peut-être pas 20 ans, mais enfin, les sites aussi vieux que possible. Et ils font aussi tout un travail de numérisation d'autres documents. Donc franchement, ça vaut la peine de leur filer un coup de main. Si vous êtes sensible au patrimoine numérique de l'humanité, ça vaut la peine. Et tout ça, toutes ces bonnes paroles, en fait, c'était juste, comme je l'ai dit, un tremplin pour parler de usqzdic.ch et de la campagne Indiegogo. Vous demandiez 15 000 euros, si je crois bien. La dernière fois, on vous a quitté, vous étiez à 600 euros. Là, vous devez être à 12 000, 13 14 000, quoi, du coup. Ouais, du coup. Alors, je rappelle, c'est quoi Music? Music, c'est une radio dont notre but principal, c'est de, comme on appelle, bring techno minimal to the masses, amener de la techno minimale aux masses. Et donc, notre but, c'était de faire de la radio DAB. Oui, on l'a fait. On a fait une campagne Indiegogo et c'est vrai qu'il reste seulement 10 jours et qu'on a demandé 16 227 euros et qu'on en a seulement 921 euros. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? Déjà, allez sur Indiegogo, je mettrai le lien, tapez UZIC, UZIC et venir nous aider, donc contribuer. On se fait pas de pognon, on le fait vraiment parce qu'on aime la techno minimale. Donc, allez, je vais me plaindre. Bien qu'il y ait des auditeurs qui nous aient déjà aidés, merci à vous. On en a 23 au total qui nous ont aidés, mais c'est vrai que c'est plus dur. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore arrivé à notre objectif? Je crois qu'un des éléments, c'est que on l'a fait la campagne, mais après on n'a pas assez buzzé autour. Il faut toujours demander, chose qu'on n'a pas continué à faire parce que tu demandes à tes potes une fois, deux fois, et puis après tu te sens mal de demander. Tu vois, c'est un peu ça le problème. Et deux, on a demandé beaucoup trop. C'était ça aussi mon doute. Vaut mieux demander la moitié de ce qu'on a besoin et puis d'essayer de trouver l'autre moitié plutôt que de demander la totalité. Parce qu'après, ça fait tellement énorme que finalement, ça ne fait pas crédible par rapport à tout ce que tu demandes. Enfin, voilà, on apprend, on a appris à faire une vidéo qui, on espère, la prochaine fois sera bien faite, mais dont le son sera meilleur. On a appris à faire plein de choses, mais ce n'est pas fini encore, ce n'est pas fini. D'accord, on va avoir un des plus beaux comebacks de l'histoire d'Indiegogo. Et de toute manière, c'est une campagne flexible, donc vous aurez la totalité, enfin, moins la pénalité. Mais c'est ça la question que j'ai, moi, fondamentale, parce que c'est aussi ça, j'en discute un peu avec Marco et puis l'équipe de Music, c'est que je dis, mais finalement, si les gens nous ont donné, moi, je me sentirais mal à l'aise de garder cet argent. Parce que vous ne pourrez pas faire le projet. Exactement. Et ça, ouais, je me sens mal à l'aise par rapport à ça. Je préfère pas l'avoir plutôt que de l'avoir et puis de dire, ouais, on va l'utiliser pour autre chose. T'as le droit de rendre l'argent? J'espère que oui, mais j'ai pas encore regardé. Pourquoi j'aurais pas le droit? Parce que tu l'as mis flexible et puis que maintenant tu prends ce pognon, quoi. Tu vois, c'est le gars qui reçoit du fric et qu'on veut même pas. Pas mal, comme, C'est l'histoire d'un gars, quoi. Ouais. Et Bon, quelqu'un vient de donner 5 francs. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de Music, de Niptech? Alors, si c'est quelqu'un de Niptech, si c'est quelqu'un de Niptech, il vient de gagner un t-shirt. Olivier Weckemans. Voilà, si c'est quelqu'un qui était là, qui a tout de suite mis, eh ben c'est un t-shirt de gagner, bravo. Et sinon, voilà, faites-vous savoir dans la chatroom, bravo. Il y a une façon assez simple, Mike, que je voulais te proposer pour se faire les 16 000. Enfin, il aurait fallu qu'on en parle la semaine passée, mais vous auriez eu bien plus que les 16 000 nécessaires. Ça aurait été de mettre de l'argent sur l'IPO de Twitter. Donc, oui. Voilà. Ouais. Mais ça c'est une chose intéressante et franchement j'aimerais bien le feedback de Johan parce que lui qui a travaillé dans les banques et puis qui connaît bien le domaine financier parce que finalement bon bah voilà Twitter a fait son IPO bien sûr des gens milliardaires mais ce qui est hallucinant c'est que finalement ils l'ont valué à 26 ou 27 dollars ou peut-être 25 et elle a commencé 26. Tout de suite à 35 ou 37 dollars ou même 40 dollars ce qui fait que ils ont donné 1 million au premier au premier subscriber qui sont JP Morgan et puis Goldman Sachs je crois ou une banque comme ça et finalement ils ont perdu 1 milliard ou est-ce qu'ils ont
laisser les banques gagner 1 milliard. Donc, je ne sais pas s'ils ont bien fait ou mal fait par rapport à Facebook qui avait fait une IPO énorme. Tu viens de toucher peut-être du doigt l'une des polémiques les plus importantes qu'il y a eu pour cette introduction et qui est due finalement à ce qui s'est passé avec Facebook. Donc il faut un petit retour un peu en arrière pour comprendre. Facebook s'est donc introduit en mai dernier et avait réussi vraiment le casse du siècle avec cette introduction. Ils ont réussi à lever plus de 16 milliards lors de la première journée d'introduction, ce qui en a fait l'entreprise qui a levé le plus post-IPO. Twitter donc arrive là-dessus. Or, pour la petite histoire, Facebook, 2 mois après, 3 mois après, ou pas longtemps après, ça a été quasiment 50% de perte par rapport à son prix d'introduction. Twitter a vu un petit peu comment ça s'est passé et s'est dit, oula, effectivement, ça craint, si on est encore trop cher, il va se passer peut-être la même chose. Donc, ils ont fait leur première tournée des investisseurs institutionnels, de type grande banque, grands fonds d'investissement, etc., en proposant l'action aux alentours de 16-17 $. En définitive, après ce premier tour de table, ils ont vu que c'était une fourchette trop basse. Ils l'ont réévalué, l'ont fait aux alentours on pensait que ça allait être 25. Finalement, ça s'est introduit à 26. Ce qui reste pas encore, ce qui est pas encore cher par rapport à ce que ça aurait dû être. Beaucoup se disent que Twitter a perdu beaucoup d'argent du fait d'un prix d'introduction trop bas. Donc là-dessus, à mon avis, tu touches un point, à mon avis, qui est assez important là-dessus. Je le partage aussi. Qui fait ce boulot-là alors dans une société? C'est le CFO qui décide du prix, ou bien c'est JP Morgan qui te dit, allez, moi je te l'achète à 26, mais pas plus, tu mets à 27, j'achète pas. Alors, il faut différencier les deux éléments de réflexion. Le premier, c'est que une entreprise comme Twitter dépêche des banques pour faire son introduction en banque. Donc derrière, il y a des banques qui l'accompagnent et qui sont là pour lui dire votre juste prix est de 26 $. Si vous faites 22, vous allez perdre. Si vous faites 40, personne ne viendra. Donc déjà à la base, c'est des banques, des grosses banques généralement qui font ce job-là. Et après derrière, effectivement, ils font la tournée des popotes, des gros investisseurs, etc. Et tout ce milieu-là. Et là, c'est vrai que c'est un peu le marché. Tu peux créer, c'est un peu le marché à la criée. Toi, tu dis 25, moi c'est 24, toi c'est 27. Moi, j'ai une question. C'est un peu ça aussi. Moi, je serais Twitter. Alors, je comprends qu'ils aient laissé, entre guillemets, 1 milliard, mais finalement, ils sont aussi tributaires de JP Morgan et de Morgan Stanley qui leur disent, voilà, le bon prix, c'est celui-ci. Moi, je me dis, est-ce que Twitter n'a pas fait un deal avec ces banques? Parce que moi, je l'aurais fait. J'aurais dit, écoutez, OK, on le rentre à 25, mais si le prix d'introduction est 41, vous me reversez X% des revenus. Normalement, c'est pas faisable comme ça. Et puis surtout, ou je paye moins de fees, ou Non, ça serait quasiment, je pense, assimilé à du délit d'initié. Je pense que la SEC derrière, elle l'apprécierait pas. Je pense que vraiment, il y a là-dessus. Faut espérer, faut aller sur la bonne foi des entreprises qui ont fait la valuation de Twitter. Non, ce qu'il y a d'hallucinant quand même dans l'histoire, c'est justement l'envolée, la volatilité du titre. Quand on sait que quand même c'est une entreprise qui n'a jamais dégagé de bénéfices. Elle accuse une perte de 134 millions de dollars sur une vraie entreprise, monsieur. Sur les 9 premiers mois de l'année 2013, qui gagne de l'argent. avec un chiffre d'affaires de 422 millions. Et là-dessus, là où c'est encore plus hallucinant, c'est que derrière, on a 232 millions de comptes actifs, quand on sait que Facebook, il en a 1,1 brouette de milliards, ce qui veut dire que quelque part, Twitter, j'arrive toujours pas à comprendre sur quelle base on peut la valoriser et on peut, et les types qui sont derrière peuvent la soutenir comme ça. Mais le futur, monsieur, le futur que je vois pas. Non, je comprends qu'on puisse la valuer comme ça, parce que ce que je crois qu'ils ont bien fait, moi, c'est qu'ils se sont mis Wall Street dans la poche. Ce que Facebook n'a pas fait. Facebook, ils ont une mentalité de hacker, alors on les aime ou on les aime pas. Ouais, mais regarde, Mike. Ils ont entubé Wall Street, et Wall Street déteste se faire entuber. Autant laisser 1 milliard à JP Morgan et à mais je vais te donner, je vais vous donner, et Ben, peut-être ça va te faire réagir également, mais un exemple pour comprendre. Twitter, aujourd'hui, en valorisation, pèse plus que Free, TF1, Lagardère et Havas réunis.
pour une entreprise Mais qui c'est n'a des jamais entreprises. d'égal. Là, tu parles d'entreprises locales, là. C'est ça le Normal. problème, je pense. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a pour moi un truc qui cloche Non, là-dedans. mais Et je préfère le dire aujourd'hui, tu vois, 11 novembre, 21h41. Attention à Twitter. Attention. Si vous en avez, ça serait peut-être le moment de commencer à shorter. En tout cas, c'est intéressant, hein. Un des investisseurs de Twitter disait que Twitter était le futur, donc il rejoignait Mike là-dessus, mais bon, comme il a plein d'actions Twitter, on va pas trop le croire. Mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que à long terme, Twitter est mieux positionné que Facebook pour lutter contre les effets de Oui. mode, en gros. Parce que c'est En- une plateforme, une vraie Voilà. plateforme. Une Mhm. vraie plateforme que moi, perso, j'adore et j'utilise. Et franchement, Facebook, mais j'aborde en ce moment. J'aborde cette espèce de plateforme horrible. J'aime pas, même ses groupes, même son truc. Je trouve, franchement, ils sont destinés à mourir, Facebook, avec la manière dont ils nous traitent. Tandis que Ouais, Twitter, on disait la même chose de Microsoft, on disait la même chose de beaucoup de grosses ouais, entreprises. mais Microsoft, ils ont toujours fait du pognon. Hein. Ils vendaient un produit. Oui, et c'est Ils bien ça vendaient le pas truc. C'est pour ça que je ne comprends pas cette croyance que tu as en Twitter alors qu'ils n'en ont jamais fait de pognon. Non, mais ils en feront. Mm. Alors, je veux dire comment. Ils en enfin tout bientôt. Je sais pas si tu as vu que dans le dernier Twitter, ils ont commencé à montrer les images par défaut. Ouais, tout à fait. Ouh, comme ça ouvre bien la truc de display advertising, comme on Oui. dit. Parce que qu'est-ce Ouais. qui ramène de la thune maintenant sur Internet? C'est le display advertising. Exactement. Donc, Comme Instagram. Ils vont absolument vendre leur pub infiniment plus cher. Et à mon avis, tout comme Facebook pouvait sur le clic comme ça, en Alors, claquant des doigts, Ouais, faire tu de as l'argent, raison. Twitter va le faire aussi. Ok, Après, sauf s'ils que soient là-dessus, non mais, profitables ou pas. mais venons un peu dans l'analyse peut-être plus intrinsèque. Le problème de ce que tu dis, c'est que la majorité de leurs utilisateurs ne sont pas aux US et qu'aujourd'hui, le display advertising se valorise beaucoup Oui. aux US. Et ça, c'est un problème qu'ils vont avoir à résoudre. Comment arriver à ce que justement les conversions, enfin et tout ce qui est publicité et marché publicitaire, comment ils vont arriver à Je dois te dire. travers tous ces utilisateurs à garder un certain niveau de chiffre d'affaires. Ça va Oui, être mais compliqué. regarde, imagine que tu peux, je veux dire, c'est infini. Moi, je trouve que Twitter, c'est un peu comme Google. Tu utilises Twitter pour faire de la recherche. C'est ça l'avantage de Google par rapport à toutes les autres plateformes. C'est que finalement, tu recherches voiture et tu vas tomber sur des ads qui correspondent à la voiture que tu veux acheter ou tu veux acheter une voiture. Et ça c'est infiniment plus important que avoir un statut à l'intérieur de Facebook qui te fait de la promotion des Ouais. likes de tes potes. Moi, je Et te Twitter, trouve c'est dur. la même chose. Et Twitter, c'est la même chose. Est-ce C'est-à-dire que vous faites, alors, parce que moi je fais, hein, comme tu le dis, je fais des recherches sur Twitter, c'est-à-dire que pour les trucs d'actualité, je vais Oui. pas sur Google, je vais Ah, pas ben moi, sur la le même site chose. de Mais la parce que BBC. Google, c'est nul. Moi, j'aime bien Google News, Mm. mais pour l'actualité en C'est direct, nul. mais Non, c'est c'est nul. nul. C'est nul. Donc, mais c'est Ouais, vrai mais que tu vois, mais par contre, je mettrai jamais voiture dans Twitter, je mettrai voiture dans Google. ah ben oui. Et c'est là où je dis, il y a un biais dans ce que tu défends, Mike, parce que je vois pas comment ils vont réussir à faire beaucoup plus de pognon que ce qu'ils ne font déjà aujourd'hui. Mhm. Bon, qui paye la pizza à l'autre si dans, on va dire, allez, 6 mois, Moi, là, je qu'on dis s'en souvienne. Moi, je dis dans 6 mois, ils seront aux alentours toujours des 29. Ils auront pas eu un gros décollage. Voilà. Ça Bah, me moi, je paraît dis quasi dans évident. 6 mois, ils seront 29-30. autour des. Alors, dans 12 mois, on va dire, parce qu'on va dire, Ah, on va dans attendre 12. le prochain earning. Donc, dans 12 mois, il y aura une explosion parce que comme Facebook, ils auront découvert le mobile et les promoted tweets que je vous rappelle, tu peux acheter le promoted tweet de quand quelqu'un tape le nom de ton concurrent, comme les Google Ads, un truc hallucinant. Et ils seront dans des alentours entre 50 et 60 dollars. Bon, ouais. Ouais, écoute, Ok. ça marche pour la bière et la pizza réunies. Exactement. Bon, c'est bien, on va laisser, pas encore tout à fait Twitter, parce que je vois que IBM vendra votre profil psychologique créé à partir de Twitter. Je ne sais pas qui a mis Ouais. cette news. Là, mais- c'est moi aussi qui plaide coupable sur cette histoire. Non, j'ai trouvé ça vachement intéressant et enfin,
Ça part de quel principe? C'est que donc IBM développe un outil développé par une nénette qui s'appelle Michel Zhu et qui permet d'établir en définitive un profil psychologique des utilisateurs de Twitter. Alors déjà là-dessus, je trouvais ça assez intéressant. Il se base sur ce qu'on appelle les Big Five, qui a été fait par des psychologues américains. Et donc c'est une cartographie qui va permettre de placer une personne sur un échiquier à 5 dimensions. Et donc en définitive de connaître quelle est l'émotion générale d'une personne, sa résistance à l'émotion, enfin en tirer plein de traits de personnalité. Là où ça devient extrêmement intéressant, c'est que ça va permettre en définitive de vendre ces profils à des call centers, à des compagnies aériennes, enfin à tout un tas d'acteurs qui ont besoin de savoir en définitive quel est le profil de la personne qu'ils vont avoir à appeler en cours de journée, et ça va leur permettre d'être préparés à la manière dont la personne va recevoir la chose. C'est-à-dire que peut-être qu'on sait qu'une personne, il faut l'appeler à telle heure de la journée parce qu'on sait que le reste du temps elle sera pas disponible, mais qu'à cette heure de la journée, ce qui va l'intéresser cette personne, c'est d'avoir en définitive une réduction, quelque chose à gagner, ou alors si peut-être le trait de personnalité de la personne est un peu psychorigide, ça sera peut-être de lui dire non mais je vous rassure, il y a un autre vol à telle heure ou tel machin, soyez tranquille, vous pouvez aller sur le site internet, faites ça et vous pourrez annuler votre truc et changer votre billet. Et en définitive, je trouve que IBM là, ils viennent de toucher du doigt, ou peut-être ça fait un moment déjà, mais quelque chose qui est d'assez intéressant et qui se base sur des données publiques, donc je trouve ça d'autant plus fort. Mais par contre, bien sûr, on aimerait tous savoir notre profil, toi, genre extraverti, désagréable, toi plutôt névrosé. Moi, je trouve, enfin, peut-être que je m'attendais à ce que vous alliez me dire ça, mais il y a, je pense, un biais en définitive, si on ne se base que sur Twitter ou que sur certains réseaux sociaux, parce qu'ils ne sont pas forcément le strict reflet de nos personnalités. Mais c'est intéressant, parce que le biais, je pense que le biais est moins grand sur Twitter, où les gens se mettent pas en vitrine. C'est bien connu, dans Facebook, les gens se mettent en vitrine. De nouveau, désolé Facebook, mais c'est un peu la soirée. Les gens se mettent en vitrine et puis on va dire j'ai été promu, et puis on va dire sur Twitter j'ai été viré, toi. Et je pense que c'est plus fidèle. Je suis d'accord avec toi. Il y a une mise en scène de toute façon, qu'on le veuille ou non. Mais je pense que c'est c'est le moins pire des réseaux sociaux pour ça. Oui et non. Moi, quand je vois ces critères-là, ce qui m'hallucine, c'est que je me dis, mais moi, je poste sur Twitter des news, je discute avec des gens, mais c'est dans un certain cadre bien normé. Je parle pas de ma vie sur Twitter, je parle rien de tout ça, ni sur Facebook. Et les gens ont appris à communiquer comme ça. Introverti, c'est tout bon. Oui, introverti, complètement névrosé. Alors, je comprends peut-être sur Instagram, je comprendrais mieux parce qu'on voit des photos, c'est des gens qui s'expriment plus leur personnalité. Mais sur Twitter, à part pour certains, moi je l'utilise pas comme tel. Je l'utilise comme un moyen de diffuser de l'information et puis de discuter de tech et de start-up avec d'autres personnes. Alors, moi, ce qui m'hallucine plus dans cette histoire, c'est plus où va IBM. Je trouve que ça devient une compagnie intéressante. Alors que c'était Big Brother qui faisait des PC horribles et des trucs dégueulasses pour les grandes compagnies, ils deviennent une boîte inventive et créative qui fait des trucs de fou. Et puis ça, je me dis, mais waouh! C'est les dieux du brevet IBM. Hein. Tous les deals, ils savent faire des deals dans les brevets dont on ne soupçonne même pas l'étendue. Ils vendent à tire-larigot à tous les acteurs du marché. C'est une boîte incroyablement inventive et qui a appris une chose, à mon avis, dans son histoire, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Le grand public ne les connaît plus et ils s'en portent que mieux. Et je trouve ça effectivement aussi hyper intéressant. Mais ça fait un moment, depuis qu'ils ont créé le tournant open source et tout ça, qu'ils ont vraiment complètement changé avec la vente à Lenovo. Ouais, c'est vrai. Mais c'est assez hallucinant de voir cette compagnie finalement développer des trucs et puis tu te dis, mais comment ils vont monétiser tout ça, ou ça te pose des questions. Mais finalement, ils ont accès à des grandes boîtes. C'est clair, ils sont des installateurs de SAP, de trucs énormes pour des grandes boîtes, mais c'est gigantissime avec leur data center et tout, mais pas connu du grand public. Alors que dans les années 80, ils l'étaient. Ouais. Il y a une autre société dont on parle souvent, alors on va continuer à parler des gros, qui fait parler d'elle. Alors oui, vous avez peut-être vu que c'est Yahoo. Il y a eu tout un « If Marissa Mayer tweets this, I ». Donc si Marissa Mayer retweet
mon tweet, je vais faire, alors il y a des gens qui disent je vais porter le t-shirt Yahoo pendant 2 mois, je vais effacer mon compte Gmail, enfin voilà, des trucs comme ça. Et donc Marissa Meyer, de temps en temps, elle en retweet un et puis elle dit voilà, sympa. Donc voilà, ça c'est le côté sympa, funky de Yahoo, le nouveau Yahoo. Et puis il y a le côté plus obscur, moins funky de Yahoo, qui est le nouveau système d'évaluation qui vient d'ailleurs entre autres de Google, mais qui n'est pas aussi drastique. Et on avait parlé pour Microsoft d'ailleurs, c'est pour ceux qui s'en souviennent, c'est ces systèmes en stack. Donc on va dire, voilà, on a 10% qui sont les moins bons, évidemment, il y en a 80% qui sont dans la masse et puis 10% qui sont les meilleurs. Ça implique que les managers doivent mettre des revues négatives à une certaine partie de leur population parce qu'il doit y avoir 10% de moins bons. Et ils sont forcés de mettre des manquent leurs objectifs à certains employés. Il semblerait que depuis que ça a été mis en place, il y a 600 employés qui ont déjà été renvoyés pour manque de résultats. Donc ça taille pas mal chez Yahoo. Ils engagent, ils achètent d'un côté, mais ils balancent beaucoup de monde d'un autre côté. Ça lié au fait qu'ils ont arrêté le travail à distance et tout ça. Est-ce que finalement Yahoo, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Je sais pas. Il y a un côté un petit peu Dr. Jekyll, Mr. Hyde dans Yahoo en ce moment avec Marissa Meyer qui m'interpelle. Donc, vous. Bon, moi, j'ai une question. Ce que j'ai entendu, c'est que le système des 10%, des 20%, c'est-à-dire de faire partir les 20% les moins bons, bon, ça on le connaissait, ça avait été mis. Enron ou Jack Welch de GE. Très connu pour le CEO de GE pendant 20 ans qu'il faisait. Finalement, c'est dans le concept, c'est pas si mal. C'est-à-dire que tu essaies de garder les meilleurs. Mais si tu essaies de garder les meilleurs, tu dois aussi faire quitter les moins bons. Et ils disent qu'ils ont copié le modèle de Google pour ça. Donc ma question, toi qui as vécu à Google, Ben, est-ce que c'était le cas à Google? Et si oui, comment ça fonctionnait ce système? Non, parce que Google, c'est une vraie boîte californienne. C'est-à-dire c'est une boîte passif-agressif. Tu vas jamais te faire virer, mais ce qu'on va te dire, parce que toi, à Google, ils prennent quoi? Ils prennent des gens qui sont dans le 10% de leur classe depuis qu'ils ont 5 ans, et puis qui montent, qui arrivent à Google, et puis qui sont, voilà. Et on va leur dire, ah, bah t'as raté, tu vois. Donc c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de rater, donc ils vont mal le vivre. Et puis quand tu leur dis 2-3 fois de suite, mais tu sais, t'es pas très bon en fait. T'es dans les 10% les moins bons, c'est surprenant. Et les gens, ils partent d'eux-mêmes. Donc, il n'y a pas besoin de ça à Google. En tout cas, à l'époque, c'était mon expérience, quoi. Mais c'était des pressions subtiles. C'est friendly, c'est comme je te dis, passif-agressif à la californienne, pas genre, tu sais, mobbing affreux où les gens partent en dépression. Mais Yahoo, visiblement, les gens, 20 ans qui sont là, qu'on leur dise qu'ils sont nuls, ça leur pose pas de problème. Oui, mais c'est aussi un autre cadre. C'est vrai qu'ils sont là depuis plus longtemps. Elle essaie de changer cette culture et faire une culture du résultat. Moi, je t'avoue, on aime ou on n'aime pas cette manière de faire, mais je trouve qu'elle n'a pas tort. Parce qu'elle essaie d'apporter des gens avec des talents et puis pour que les gens avec du talent restent, il faut que d'autres soient talentueux à l'intérieur. Et finalement, tu dois faire partir les moins bons. Et je trouve pas que c'est une si mauvaise manière de faire. Il y a un truc aussi qui est bon à se rappeler, c'est qu'on est moins bon dans un contexte. Et c'est ça, c'est pas un truc absolu, genre, parce que chez Yahoo, tu es dans les 10% les moins bons que tu en es moins bonne personne. Tu n'es juste pas dans les bons à Yahoo. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas extrêmement doué ailleurs, parce qu'à la base, quand même, c'est des fois des questions de circonstances. En plus de ça, tu peux, pour beaucoup de circonstances et de facteurs extérieurs, ne pas être bien pendant une période et ne pas avoir donné le meilleur de toi-même pendant cette période-là. Ce qui fait que voilà, on t'a pas jugé à la juste valeur de ce que tu es capable de donner. Non, des fois on est dans le mauvais wagon, ça peut arriver et il faut l'accepter. Et je pense même que ça peut être salvateur pour certains d'être mis sur la sortie parce que ça va peut-être les pousser à soit faire mieux, soit différemment, soit autrement, mais je trouve ça au contraire, ça peut être rédempteur, c'est pas mal. Bon, d'accord, donc Marissa Meyer, sauvée, on la garde, elle fait pas partie des 10%. Mais on l'adore, Marissa, allez, vas-y, continue, c'est sexiste, Ben. Et pour une fois qu'il y a une femme CEO, t'es jaloux, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça, c'est tout le côté mauvais qu'il y a ça. Il y a une société qui fait bien, je voulais le dire rapidement avant de parler de Microsoft et d'avoir une toute petite discussion sur leur stratégie, c'est Philips qui
a complètement, vous savez, ils ont viré, ils font plus de télévision, ils font plus de tout ça, de portable. La télévision, ils perdaient de l'argent, ça va alors. Ouais, et ils font des appareils médicaux maintenant, et ils font des bénéfices monstrueux. Ça fait un moment même. Ça va très très bien pour eux. Bon, ouais, moi j'ai appris ça dernièrement, donc je voulais juste Tu sais que dire comme quoi, Sony a aussi une division dans le matériel médical. Il y a beaucoup de grosses compagnies qui ont des divisions là-dessus, et c'est des budgets, enfin quand on voit les hôpitaux ou les choses comme ça, c'est des dizaines et dizaines de millions. Quand un hôpital se construit, c'est une centaine de millions. Donc les marchés sont énormes, et à travers le monde, et notamment en Asie et dans les pays du Golfe, les demandes sont explosives. donc mieux vaut ça que vendre des télés à 200 euros bradées. Totalement. Bon. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que ça m'a étonné que tu mettes cette news, parce que Philips est connu aussi dans le monde de l'électroménager. C'est vrai que c'est un énorme mastodonte. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Philips? Pourquoi est-ce que Ben nous a mis cette news? Parce que dans mon enfance, j'ai eu un téléviseur Philips et puis que c'est resté dans mon cœur et que je leur souhaite que du bien et que les haters gonna hate, c'est pas grave. Voilà. C'est pas un hater. Une chose pour parler juste un peu des télés, parce que j'en entends parler dans le monde dans lequel je travaille, c'est que c'est vrai que la télévision, on a fait la télévision plate, la télévision HD, la télévision tout ça, et puis à chaque fois ils essayent de faire de l'argent. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'acteurs sur le marché qu'ils sont hyper concurrentiels. Donc à chaque fois qu'un nouveau produit vient, genre la télévision 3D, tout de suite ils flinguent le prix, ils flinguent le prix pour sortir le plus de produits de leurs usines. Et le problème, c'est même pas qu'ils sortent, ils sont en plus créatifs, inventifs, c'est que finalement il y a trop d'acteurs sur le marché qui bradent les prix pour essayer de faire sortir leurs produits des usines. Et c'est ça le problème de la télé. Donc, ça perd les marges. Moi, une télé auquel je crois, c'est la télé 4K. Pour moi, je pense que en voyant autour de moi et en ayant parlé à des personnes, je vois que la télé 4K, ça a un attrait que aucune télé 3D n'avait. Et je pense que ça va quand même fonctionner pour ceux, en tout cas, qui continuent à produire des télés. Ouais. Bon, dernière petite news avant de passer à la partie inspiration. C'est intéressant la 4K, je pense qu'on va pas en reparler. Hein. C'est sur Microsoft. Alors vous avez 3 minutes pour me dire, est-ce que la stratégie qu'on prête à Steven Hillop, qui est rentré depuis Nokia chez Microsoft, de stopper complètement Bing et de revendre la division Xbox, est-ce que cette stratégie fait du sens, donc pour se concentrer sur les cœurs de métier qui rapportent de Microsoft et trouver des nouveaux peut-être? Alors, est-ce que virer Bing et vendre Xbox gagnant ou c'est complètement fou et c'est juste de l'intox qu'on entend Moi, j'ai cru que c'était un poisson d'avril, hein. Vraiment au départ, et voire même aujourd'hui, j'ai du mal à penser qu'ils vont totalement s'en séparer. Enfin, ils mettront du temps hein, avant de se couper un bras, mais peut-être qu'ils se le couperont, mais c'est quand même fou. Le bras, c'est la Xbox, c'est pas Bing. J'imagine Bing, c'est plutôt genre. C'est l'orteil. Un goitre Bing, ou un truc. C'est ça, c'est l'orteil, Bing. Non, mais Xbox surtout, tu as raison de le noter par rapport à Bing. Hein, c'est vrai qu'il y avait peu d'utilisateurs ou très peu de marchés dans lesquels ils étaient leaders au niveau du moteur de recherche. Sur Xbox, c'est un peu plus surprenant. D'accord, Mike, toi tu dis info intox. Ça fait longtemps que Wall Street le demande, hein, que demande de couper et de diviser la compagnie pour faire finalement plus d'argent pour ses actionnaire. Bill Gates ne perdrait pas d'argent de l'histoire. Il s'enrichirait en faisant la spin-off de Bing. Il s'enrichirait, qu'il revendrait à Yahoo, probablement. Il s'enrichirait en vendant la Xbox. Moi, je me demande si une compagnie comme ça, elle est gérable. Je trouve pas. Je trouve qu'il y a toujours un core business et après, il y a des choses annexes. Google sait bien le faire, donc ils ont quoi? C'est le search et le advertising qui font super bien. Et finalement, les choses annexes, oui, il y a Map, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes, mais ça reste quand même leur corps métier. Et Microsoft, leur corps métier, c'est quand même, on peut dire Office, qui est un corps métier, et aussi la plateforme XP ou Windows. Et franchement, je trouve que c'est pas faux
d'oser dire maintenant terminé, quoi. Regardez ce que vous avez fait dans le mobile, ça veut dire que la compagnie, elle va pas bien. Regardez ce que vous avez fait dans le Surface, cette espèce de grosse daube. En plus, vous faites de la pub à la télé, mais vous êtes des malades, je veux dire. Arrêtez. Et je pense que c'est pas faux de refocuser la compagnie sur quelque chose de bien, que je pense qu'il n'est pas hardware. Ouais, Et je mais pense qu'il est plutôt software. pourquoi Xbox, tu vois, ils auraient pu se séparer comme tu dis, quoi, d'éléments sur lesquels ça n'avait pas fonctionné. Enfin, il me semblait Parce qu'ils vont se faire de l'argent, finalement, sur Xbox. Et je pense que Xbox sera 10 fois mieux géré s'ils étaient à l'extérieur de Microsoft. Ouais, mais je trouve ça surprenant. Je pense que de garder une division jeu à l'intérieur de Microsoft Ouais. et d'essayer de proposer une expérience peut-être qu'aujourd'hui on ne connaît pas encore pour te l'amener dans ton salon encore différemment de ce qu'on voit aujourd'hui, ça aurait peut-être eu du sens d'avoir Bon, il une l'a pas vision encore fait, hein. long terme. Oui, Oui, c'est il ne un l'a pas peu, encore fait, bien entendu. Mais comme je vous ai dit, moi je mets ça sur le compte du poisson d'avril, j'y crois pas encore. Ok. Bon, on parle de focus pour Microsoft et ça fait un pont tout trouvé pour la dernière partie de l'émission, celle que Mike prend en main, qui est la partie inspiration, à moins que vous ayez encore vraiment une nouvelle que vous jugez essentielle à nos auditeurs. Ouais. Moi, j'ai une news assez cool dont je voulais parler avant. Ah, d'accord. C'est un news que je viens de lire. C'est une news qui parle de la chose suivante, qui dit Apple Maps, how Google lost when everyone thought it had won. Donc Apple, et j'ai du mal à parler le français aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que c'est lundi soir peut-être. Alors il parle de Maps, de l'iPhone. Vous connaissiez tout ce scandale qu'il y a eu sur Maps en disant oui, c'est de la daube, c'est horrible, c'est n'importe quoi. Et puis Google va gagner parce que Google ont fait un meilleur produit. Et je suis le premier à le dire, hein, que le Map d'Apple est une grosse daube. Mais finalement, il s'avoue que comme Score, qui est une boîte qui essaye de rassembler le nombre de millions d'utilisateurs d'apps et de sites web et tout ça, a fait une petite analyse et dit que Google a perdu 23 millions d'utilisateurs rien qu'à cause que Apple a lancé son Map rien qu'aux États-Unis. Donc ils disent que voilà, Google Maps avait 81 millions d'utilisateurs et maintenant est tombé à environ 56, alors que Apple, à cause de sa force et de rien qu'en mettant une app qui était même pas incroyable, mais qui s'améliore, faut le dire, a réussi à gagner 23 millions d'utilisateurs. Donc un énorme gain pour Apple finalement et une perte pour Google malgré tout ce qu'on dit. Donc qu'est-ce que vous inspire cette news? Ouais, c'est la puissance du réseau de distribution, hein. C'est vraiment ça. Mais ça ne me surprend pas. Pour une raison toute bête, c'est que franchement, moi, oui, des fois, j'ai besoin de Maps pour aller dans un endroit que je connais pas. J'utiliserai tout le temps Google Maps. Pour le reste, pour aller calculer la distance de chez moi jusqu'à la boulangerie du coin, franchement, n'importe quelle map fait l'affaire, quoi. C'est vrai. Et donc, c'est vrai que je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui s'en fichent parce qu'ils n'ont pas besoin de maps. En fait, ils ont besoin juste de géolocalisation, mais pas tellement d'autres choses. T'as ça, puis peut-être que dans quelque chose d'un peu plus large, il y a ce qu'on appelle aussi l'open cartographie et le fait de faire participer les gens à la cartographie de manière participative, en temps réel, etc. Et c'est des directions qu'on voit de plus en plus. En tout cas, il y a beaucoup d'entreprises qui vont sur ce terrain-là, faisant fi des gros acteurs type Google et autres dans ce qui existe. Et on sait que au niveau, par exemple, de l'État français, c'est peut-être des plus petites sociétés qui ont la cartographie de l'IGN, qui ont ce genre de choses. Donc ça, enfin, à mon avis, c'est pas parce qu'ils sont leaders aujourd'hui et à coup de millions d'utilisateurs qu'ils le seront encore dans longtemps. On en a tous un usage différent et voire même le participatif dans la cartographie, c'est peut-être même un élément d'avenir. Bienvenue à Waze. Bon, il faut qu'on avance, donc on va passer à la dernière partie de l'émission maintenant. Alors Mike, c'est à toi de choisir. Il y a peut-être des nouvelles, il y a peut-être des quotes, il y a peut-être, on ne sait pas.
Oui. Alors, allez, on parle d'inspiration, mais moi je voulais parler d'une petite app. Ça m'inspire un peu. C'est une petite app que j'ai commencé à tester qui s'appelle GetSaga. Saga, Hmm. S-A-G-A. Alors, c'est quoi? C'est une petite app où on branche tous ces réseaux, donc que ce soit Facebook, Twitter, Foursquare, que ce soit WeThink, que ce soit Runkeeper, que ce soit, enfin tout ce qu'on a, Jawbone, enfin tout ça, et ça nous crée un espèce comme un notebook où ça va dire et créer un espèce de journal sur tout ce qu'on fait. Donc, en utilisant aussi la géolocalisation, ça peut nous dire bah, cette semaine, on est resté tant d'heures à la maison, après, on a passé tant d'heures au travail. Donc, finalement, ça nous donne des indications sur sa vie, sur ce qu'on fait, sur combien de minutes on passe dans la voiture par jour. Ça peut aussi dire par rapport au transport public. Enfin, ça agrège toutes ces données-là pour faire sens. Et je trouvais l'idée vraiment géniale. Je l'ai downloadé. Pour l'instant, il est en train de processer mes informations. Je pense qu'il faut attendre 2-3 jours avant que ça fasse sens. J'ai commencé à le tester hier, dimanche. Donc, je me réjouis de voir ça, mais je trouvais que c'était assez cool l'idée d'avoir un journal de bord, mais automatisé. Finalement, je fais rien à part avoir connecté toutes mes trucs toutes mes apps dessus. Voilà. Get Saga. Plus personne m'entend. Si. Non, non, pas mal. Moi, j'ai toujours du mal à tout connecter partout, tu le sais. Hein, je fais attention, mais après, enfin, le fait de connecter, ça te permet de lire ce qui se passe à côté ou c'est la lecture un peu comme un journal intime? Non, après ça, tu peux les partager avec d'autres personnes. C'est Ça ça, peut parce te que permettre. si c'est lire soi-même ce que nous-mêmes on met, enfin, tu vois ce que je veux Non, c'est dire, pas forcément ça, parce que ça te dit, ah ben tu vois, tu as passé, par exemple, 60 heures au travail ou des choses comme ça, ouais. tu vois, ça Ouais, fait ça, toi, c'est le sens. côté analytics de Oui, la data que oui, tu aimes oui, bien oui, oui, au-delà oui, du oui, truc. j'aime bien. Ok. Mais je sais que t'es pas fan, même si tu es fan Ouais, de Google Now, et Google Now, ça va exact. un peu dans cette direction. Enfin, je vous dirai un peu plus ce que ça donne, mais je trouve que ça va dans la bonne direction, surtout que j'ai besoin de me bouger là et puis de faire du sport, parce que la semaine dernière, malgré tous vos encouragements, j'ai pas été bougé et même pas été faire même une seconde de sport. Donc, vraiment, là, je suis au fond du bac. Il faut vraiment que vous m'envoyiez des tweets pour me dire chaque jour, Bon, allez, t'as Pour fait du sport, t'as remotiver. couru. t'as t'as l'excuse fait- du jeune papa, c'est bon. Non, mais ça, c'est une excuse qu'il faut pas, qu'il faut pas. Après, il va avoir la brioche du jeune papa et Ouais, c'est pas bon, ça. exactement. Donc, je compte sur vous pour chaque jour m'envoyer un petit tweet à toute la communauté, me dire t'as fait du sport, combien, si vous voyez pas, parce que j'ai linké mon Runkeeper avec Twitter, donc si vous voyez pas de kilomètres, c'est que j'ai pas été courir et de m'harceler jusqu'à que je me bouge. Parce que franchement, là, ça va plus du tout, quoi. J'ai besoin. Alors, je compte sur vous pour m'aider. Je vous dirai même pas mon poids cette semaine. J'ai même pas osé me peser, quoi, en me disant que de toute façon, ça allait pas. Donc voilà. Donc, au fond du bac sportivement, mais pas. Donc, je compte sur vous pour m'aider. Ok, Vous êtes d'accord? c'est vendu, c'est vendu. Très bien. Et un dernier petit blog que j'ai lu, que j'ai trouvé super intéressant, c'est sur Harvard Business Review. Alors, franchement, bravo à eux. Il me semble que tout ce qu'ils postent, je lis et je Hmm. retweet. Vraiment une capacité à avoir. Avant, Harvard Business Review, c'était ces longues formes de 3-4 pages, des trucs merdiques à lire que je lisais jamais d'ailleurs. Et je trouve qu'ils ont réussi à arriver à l'essentiel. Ils ont des auteurs incroyables qui écrivent pas des trop longs trucs. Et vraiment, j'adorais. Et une chose dont il parlait que je trouvais intéressant, il disait Innovation isn't just creating ideas, it's selecting and executing them. Donc l'innovation n'est pas seulement de générer des idées, mais c'est de les sélectionner et de les exécuter. Et c'était une chose intéressante en disant, ben voilà, souvent on se dit ouais, dans une boîte on n'a pas assez d'idées, il faut générer des idées, il faut faire des choses, et puis on se dit ouais mais on n'a plus d'idées, alors comment est-ce qu'on fait pour gérer, pour être créatif? Mais finalement, c'est pas que ça. Parce que générer des idées, bon voilà, on peut le faire, mais le mieux, c'est de les exécuter et puis de les réaliser, ces idées. Et c'est ça souvent le plus difficile. Donc si on a une idée farfelue, finalement, on ne les réalisera pas. Tandis que si on réalise une petite amélioration d'un produit existant ou d'une chose, ben ça, c'est déjà une chose qu'on peut réaliser, qu'on peut mettre sur le marché ou améliorer. Et il disait, c'est pas seulement dans la réalisation d'idées, mais c'est dans l'idée elle-même qu'il faut générer dans une boîte, mais c'est plus comment on réalise les petites améliorations au jour le jour. Et je trouvais ça super intéressant.
Ouais, moi, ça va tout à fait dans mon mépris du brainstorming, qui est un outil de destruction massive que je n'aime pas du tout, parce que justement, c'est ça. C'est des idées, ouais, mais on peut dire tout et n'importe quoi. Oui, il faut être ouvert, blablabla. Puis au final, tu te retrouves avec beaucoup de bruit, alors que quelque chose de beaucoup plus dirigé, en faisant confiance aux gens pour utiliser leur bon jugement, pour justement pas dire n'importe quoi, est beaucoup plus productif à mon avis. Donc, je vais le mettre en bookmark et le ressortir parmi les autres articles qui vont dans ce sens-là que j'aime bien. Ok. Moi, je suis d'accord avec toi sur ça parce que j'avais justement cette expérience aujourd'hui où j'étais là et on parlait de logistique, donc de logistique, comment on travaille et tout. Et finalement, moi, je sais que dans la boîte dans laquelle je suis, il faut qu'on s'améliore en logistique, mais c'est par où on commence? Oh, la logistique, c'est tellement vaste. Est-ce que tu commences par développer des systèmes avec du RFID sur tous les produits pour qu'ils s'autoconnectent partout? Mais qui est le futur et puis que jusqu'à maintenant, même tes distributeurs n'ont pas? Ou est-ce que tu commences par des choses simples? Et finalement, tu te dis, tu peux commencer par un but de dire, ouais, ben, la logistique, on peut s'améliorer, mais si tu le prends de trop haut, le problème, avec même des idées incroyables, tu le réaliseras pas. Tandis que si tu te dis, ben voilà, bon, je vends par exemple sur Internet et je veux m'améliorer logistiquement, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai actuellement pour m'améliorer? Eh ben là, tu trouves des solutions et que tu peux implémenter. C'est justement ce qu'on faisait aujourd'hui, puis ça m'a fait waouh, en me disant, ben, ça, c'est pas seulement penser à des idées, mais c'est penser à des petites idées que tu peux réaliser tout de suite. Et ça, je trouve bien. Si seulement il y avait une quote pour faire une sorte, capturer l'essence de tout ça, ça serait bien. Alors, bon, oui, il y en a une. Il y en a une. Non! Oui, Oh. oui. L'appel C'est à de la Confucius. Attention. Yeah. Et puis, c'est de Confucius qui dit, bah, tu vas la traduire, Ben, mais j'ai beaucoup traduit aujourd'hui, j'ai beaucoup joué à Vietnam. OK? Ouais. Alors, when it is obvious that the goal cannot be reached, don't adjust the goals, adjust the action step. Alors, quand il devient évident que l'objectif ne peut pas être atteint, n'ajustez pas l'objectif, ajustez les actions, les pas, Les actions à prendre. les actions à prendre. Ouais. Ouais, j'aime bien. Bon, ça va dans toujours la même chose. L'important, c'est le processus. Tu dois savoir où tu vas, mais l'important, c'est le processus. Tu n'y arriveras pas en le regardant, quoi. Donc, il faut faire un pas après l'autre. De plus en plus. C'est un truc sur lequel j'ai énormément réfléchi ces derniers temps. C'était dans la boîte que j'ai montée. Je pense que c'était une des plus grandes raisons de l'échec. C'est d'être trop focus sur le résultat final et d'oublier de se concentrer sur les étapes une après l'autre, comme tu l'as si bien dit ce soir. Donc j'aime beaucoup cette quote et en plus j'aime bien Confucius, même s'il est un petit peu réac, mais enfin je l'aime bien quand même. Un petit peu vieux aussi. Non, et puis une chose, on parle toujours de quotes, de choses comme ça, mais il est aussi le temps de faire un petit big up à Sky, qui a mis un nouveau t-shirt dans notre boutique niptech.spreadshirt, S-P-R-E-A-D, shirt. Vous savez comment ça s'appelle, .net. Et puis, c'est la quote de Albert Einstein de la semaine dernière, donc vraiment, vraiment cool. Un autre t-shirt que j'adore, que je vais peut-être m'acheter en jaune, c'est Mind Like Water, ça dit. Et puis ça, c'est Bruce Lee, ça, c'est pas mal. Donc, vraiment, allez acheter le t-shirt Niptech, pas parce qu'on se fait de l'argent, parce qu'on s'en fait très, très peu. Je crois même pas un franc par t-shirt, parce que c'est même pas ça qu'on veut, mais c'est parce qu'on veut que vous portiez Niptech sur vous et que vous fassiez de la pub. Et quand les gens vous posent une question sur la code, vous pouvez dire, eh ben ouais, j'ai écouté ça sur Niptech. Et ça sera la meilleure pub au monde que vous pourrez nous faire. Mais dites pas que Mind Like Water, c'est Bruce Lee, parce que c'est le taoïsme qui dit ça. Mais enfin, d'autres qui s'est inspiré. Mais enfin, voilà. Mind Like Water, my friend. Ouais, il avait raison, il parlait bien. Bon, on arrive gentiment au bout de l'émission. On aurait pu encore parler un bon moment, mais voilà, on va s'arrêter là. Si vous le voulez bien. Pour nous retrouver, c'est tout simple. Allez, vous connaissez la formule. Le plus simple, c'est de venir tous les lundis soirs dès 21h en live sur live.niptech.com. On a vraiment plein de gens super dans la chatroom qui valent absolument la peine d'être connus. Même si vous coupez le son,
juste pour les gens dans la chatroom, ça vaut vraiment la peine de venir. Ensuite, évidemment, il y a la communauté Google+, qui est très active avec NipDev, NipLife, enfin toutes sortes d'autres informations que les nôtres qui sont en bonus. Et puis, bien sûr, toujours possibilité d'envoyer un petit tweet pour nous corriger ou nous envoyer des informations sympas, ce qui nous fait bien plaisir. @NipTechPodcast pour tout le monde. @JCohen, est-ce que tu as changé ton... C'est Johan Cohen. @Johan Cohen, ah oui. Ouais, tout à fait. Mais par contre, il n'a pas changé. Voilà. Johan Cohen. C'est vrai, peut-être j'ai marqué J. Cohen sur le profil Hangout. Voilà, c'est pour ça. Quelle erreur. Ça. Je me suis dit, il a réussi à prendre. Donc, @Johan Cohen, comme d'habitude, rien n'a changé. Comme d'habitude. @side, SYDE, que vous pouvez aussi encourager en allant mettre un petit sou dans Music que vous trouvez sur Indiegogo. Et puis, @Bekurdi aussi. On a quelques idées pour des nips en plus. On va peut-être vous faire la surprise bientôt. À voir. Hein. Restez à l'affût en tout cas. Et nous, on se réjouit de vous retrouver lundi prochain sur live.niptech.com ou alors dans votre balado tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Salut à tous. Bonne semaine. Pioup, voilà, c'est tout bon. C'est dans la boîte. Impec. Le score au tennis est de... Non. Ouais. Ah ouais, quand Je même. peux le remettre. Et j'aurais jamais cru, mais alors ça, quelle intensité. Oh Quelle là là intensité. là 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 Regardez, là. juste je vais vous dire un truc. Vous devez être supporter de Djokovic pour une chose. Vous le Ah savez ouais. autant que Quelle moi. chose. C'est que Nadal, s'il gagne le Master, va égaler et devancer Federer. Federer Ah ouais. aujourd'hui est le seul à avoir tout gagné. Et, sauf, bien entendu, les Jeux Olympiques et la Coupe Davis. Mais Nadal, il lui manque que les Ouais, Masters. non. Mais il va pas tout gagner parce qu'en termes de quantité, il est pas encore au Oui, niveau il lui manque de... 5 tournois majeurs pour arriver à égaler Federer. putain. Je suis d'accord avec toi. Ça veut dire qu'il peut y arriver. Oui, Il il va peut y y arriver. arriver. C'est malheureux, mais c'est pour ça que je mets tout mon espoir sur Djokovic. Djokovic le surpassera. Mais Ouais. c'est pas possible d'avoir des monstres pareils. Ah, on Comment vit ils font une époque tennistique de folie. Mais vraiment, hein, je pense qu'on a affaire à la crème de la crème du tennis. Ouais. Bon. Mike, j'aimerais qu'on parle de ton idée de NIP. Oui. Là, on est en dehors. Tu dois aller t'occuper de ta Non, fille. J'ai pas entendu, ça ça va. va pleurer là. Elle a pas pleuré aujourd'hui, donc ça va. Elle commence à être Elia gentille. est très sage. Oui, elle est très sage, Alias. Tout va bien. Elle est Et parfaite, puis, cette petite. Oui, ouais, oui. Alors, ce qui serait bien, c'est d'entendre aussi le feedback de la chatroom, donc qui nous disent ce qu'ils pensent, parce que on est en train de réfléchir à des nouveaux NIP et se dire, enfin, des nouveaux NipTech. On a déjà NipTech, on a NipDev qui se comporte super bien. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Ben, normalement, il faut qu'on fasse des plugins, hein, c'est pas bien. On a Oui, NipLive que j'écoutais, le dernier épisode, vraiment super. J'ai plein d'inspiration, plein de choses, plein de caractères. Et puis on se dit, mais quels autres NIP on pourrait faire? Et puis des idées, c'est j'en discutais avec des personnes qui sont un peu dans le design, de pourquoi pas développer une autre verticale qui serait peut-être NIP Design, qui parlerait du design web, du design même graphique, avec des gens qui aiment le design, parce que ça touche aussi à la tech. Ben oui. Je trouvais que ça peut être intéressant. Et une que moi j'aurais voulu animer, mais je me dis, mais est-ce que je me lance? Ouais, pas, ça serait NIP Sales. La vente, parce qu'on parle des points de vente et puis on parle de choses comme ça. Et puis je me dis, mais est-ce qu'on ne devrait pas faire un NIP Sales? On parlerait de vente, comment je le mettrais, de vente, d'advertising, de choses comme ça, online aussi, de vente online pour essayer de devenir plus intelligent, quoi, et puis de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux vendre en ligne. Écoute, moi, je l'ai dit déjà, je suis grand fan de cette idée. Je pense que ça enrichirait avec quelque chose qui est, c'est un petit peu à côté, un petit peu de biais par rapport à ce qu'on fait, mais qui se met dedans. Et franchement, j'aime beaucoup l'idée. Enfin, j'étais un grand fan, comme toi hein, aussi, de This Week in Sales, que je regrette beaucoup. Et j'ai pas d'équivalent, donc si ça pouvait être un NIP Sales, ça serait à notre sauce, enfin, avec ton angle, mais franchement, j'aimerais bien. Après, reste l'idée, comme on dit, hein, toujours, il faut trouver un autre sales
man dans l'âme, Sales guy. qui est sales girl, Oui, tout à fait. encore mieux. Mais voilà, est-ce que tu vas trouver la perle rare? Oui, c'est ça la question. Est-ce que Non, dans quelqu'un les idées, tu as raison. Hein. Je pense que les idées, enfin, et le contenu de ce qu'on pourrait y trouver, à mon avis, ça peut être très très riche. Sur le marketing, bien entendu, enfin, ou tout du moins tout ce qui touche à ça, ou la vente, tout ce qui peut être je sais pas si le pont avec le côté digital peut être facilement fait, ou si tu envisages le côté sales vraiment purement théorique et purement technique, ou tu vois old school, ça serait quoi plutôt l'approche que tu mettrais? Non, moi je vois les sales comme étant une partie old school, c'est-à-dire quand tu es dans un meeting avec une personne, la façon de parler, de s'exprimer, ou des choses comme ça, mais je le vois aussi en étant online, puisque on peut parler de Google Ads, on peut parler de Inside Sales, on peut parler de téléphone, on peut parler d'advertising, on peut parler de communication. Je veux dire, pour moi, les sales, c'est vaste, quoi. C'est pas oui, l'éventail, d'accord. Je voulais bien comprendre quel éventail. Elle est plus éventail tout en gardant que le but, voilà, c'est se vendre, mais tu peux parler de consulting, de choses comme ça. Et puis je me dis, mais c'est clair qu'un des éléments, c'est que ça pourrait me faire grandir aussi. Je pourrais apprendre plein de choses pour mon boulot. Et ça serait assez cool. Moi, j'aurais 1 million de questions à poser aussi, parce que je fais très peu de sales, mais aussi toi, quand est-ce que tu vires un client? Parce que c'est ça, ton boulot, c'est de vider le pipeline pour qu'il n'y ait que les bons à la fin. Et puis, c'est pas facile quand tu as genre 10 possibilités devant toi de te dire lesquelles 2, j'ai peu de ressources, lesquelles 5, et puis après 2, je veux vraiment passer du temps. C'est hyper dur. Moi, je suis dans un cadre où on travaille un peu sur ça, mais c'est pas facile du tout. Et de se dire, je perds, mais pour gagner. C'est hyper dur de se dire ça. Et puis finalement, c'est vrai qu'il y a pas mal de clients qui finalement te font faire plus de temps et d'argent que ce qu'ils t'en font gagner. Donc ça, c'est une chose que 37 Signals, ils savent bien faire. Et puis tu vois, mais franchement, là, rien qu'en pensant, il y a des questions genre là aujourd'hui. Pricing. Nous, on envoie une quote à un client. Il nous répond, le chef répond en CC à tout le monde, comme nous par hasard dedans. En fait, peut-être qu'on va passer chez le concurrent là parce qu'il nous a fait un prix à temps, donc dis-lui X, toi. Genre, il fait semblant, ou je sais pas si c'est une fausse manip. Il a feinté Et là, d'un coup, tu dis merde. Alors, comment je réagis? Est-ce que je fais une offre à la baisse? Est-ce qu'il est en train d'essayer de feinter parce que tu le sens pas, tu sais? Et puis évidemment, tu rentres dans ces trucs psychologiques où tu te dis voilà, qu'est-ce qui se passe et comment tu gardes le cap et comment tu fais que tu ne deviens pas un petit peu porté par le vent à chaque fois qu'un gars te dit non, bah je paye pas, ou tu lui dis mais attends, je te fais 50%, toi, tu vis plus, tu fais ça tout le temps. Donc comment tu gères des trucs comme ça? Moi, c'est des trucs aussi où j'aurais de l'intérêt à entendre des grands esprits en parler. Ouais, moi je pense qu'un des éléments, c'est aussi d'être dans un domaine, parce que c'est comme si tu vends des produits de consommation made in China sans valeur ajoutée. Je veux dire, tu arrives dans une grande surface, je veux dire, elle peut elle-même sourcer cette chose en Chine. Tu as quoi comme valeur ajoutée? Donc, c'est comme de l'eau. Tu n'as aucune valeur ajoutée. En plus, tu n'as même pas une marque. La personne, elle va te faire une pression malade pour essayer de te faire baisser ton prix. Tandis que si tu as une marque, ou si tu as bâti quelque chose, ou si tu as une forme qui te permet d'avoir, je sais pas, une valeur ajoutée face aux clients parce que tu as construit une marque, ou face à d'autres personnes parce que tu as une technique qu'ils n'ont pas, là, tu parles plus de prix. Je pense que dès que ça se joue qu'au prix, c'est que c'est le faux client ou le faux produit. Voilà, bah, tu vois, ça aurait mérité un générique de début et de fin, quoi. Mais écoute, intéressant en tout cas. Donc voilà, si parmi les gens qui sont encore là, vous avez en tête des co-animateurs potentiels à voir, hein, on sait jamais. C'est difficile de trouver la bonne équipe aussi. C'est quand même c'est tout un art. Ouais. Moi, je pense qu'une des choses, c'est de trouver une personne, oui, qui serait voulu la faire avec moi, et deux, peut-être faire un test sur Niptech une fois. Faire un hors-série pour commencer et puis se dire, bon, on teste, voir s'il y a du répondant avec quelqu'un des sales.
À fond. Moi, j'ai aussi une proposition à faire. Alors, c'est pas ce que j'aurais en tête, c'est pas tellement un NIP podcast, mais c'est une expérimentation. Vous savez que je me suis beaucoup intéressé depuis un certain temps aux pratiques, pas seulement de méditation, mais à tous les tips and tricks que nous ont donné les grandes traditions philosophiques et spirituelles sur comment se poser dans sa vie, pas qu'en faisant des respirations, mais aussi en gérant sa vie au jour le jour. Et j'aimerais bien, au début de l'année, proposer une série d'exercices à faire toutes les semaines, pour ceux qui veulent, hein, mais que je ferai et que je discuterai très brièvement, sur un nouveau segment Nip Mind, mais qui serait vraiment voué à durer, à être éphémère. Donc, 3 mois, et puis après disparaître des ondes. Donc voilà, j'étais curieux aussi de savoir si c'est quelque chose, vous pensez que ce qui me plaît là-dedans, c'est l'idée de se dire on va faire des exercices en communauté. C'est vraiment plus basé sur le fait de se dire voilà, réfléchissons ensemble que de se dire ah le contenu est très nouveau parce que le contenu il sera pas nouveau du tout, il sera vieux comme le monde en fait. Ouais. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que ça devrait être éphémère? Ouais, pas forcément, mais je pense qu'il y a c'est des pratiques qui valent la peine d'être posées régulièrement, puis après d'être testées un peu individuellement. Et puis après, ça peut revenir, toi, ça pourrait être cyclique plutôt qu'éphémère. Mhm, mhm. Moi, j'aime bien l'idée. Après, je me dis, si c'est cyclique plutôt qu'être éphémère, on peut aussi peut-être l'intégrer dans un Nip Life, tu vois, où eux, ils parlent de ce genre de choses, où on peut l'intégrer à ça. Parce que je trouve dommage l'éphémère, moi. Ouais, c'est possible, ça pourrait être un segment, effectivement, s'ils veulent bien. Ouais, c'est possible. En tout cas, je vais mettre une petite vidéo d'introduction demain sur le C'est Google+. que toi, tu en parles pas seulement, tu le fais, contrairement à moi, là. Oui, moi j'ai déjà tout prévu. Et puis effectivement, alors, sachant que la chose qu'on s'autorise, et tu l'as bien dit, c'est de pas réussir. Toi, dernièrement, je m'étais intéressé au côté innovation, et puis je me suis rendu compte que le thème de l'innovation, c'était pas un super bon thème pour faire quelque chose sur 1 an ou 2 ans, tout ça. C'est un peu vaste, c'est un peu flou, c'est pas assez concret pour du NIP, par exemple. Il nous faut du concret, hein. On est des hommes de terrain, hommes et femmes de terrain, je trouve. Donc voilà. Donc NIP Sales, par exemple, ça va bien là-dedans. NIP Live, ça va aussi. NIP Dev, c'est des trucs, c'est dans le concret, quoi. Ça, je trouve que c'est important. C'est beau. Donc voilà. Bon. Et on n'a pas trouvé le titre de l'émission, par contre. Ah ouais. Exact. Ah ouais, je vois qu'il y a... Ah ouais, Johan, toi, alors? Je suis en train de lire justement un truc sur la Kabbale. Ça fait rire. Ouais. Ça, c'est bien profond, la Kabbale. Hein. Ouf. Ça Donc, l'est je pense trop, que- ça l'est trop, et enfin, Ouais. juste comme ça, au moins, Fabrice entendra également, mais nous, ce qu'on dit, c'est que enfin, les textes kabbalistiques ne peuvent être lus déjà qu'à partir d'un certain âge, parce qu'on considère qu'avant, t'as pas la maturité pour comprendre ce qu'il y a écrit dedans, et surtout, on dit que déjà, si t'as pas le niveau suffisant, bah déjà Intellectuel ou que tu n'as non, pas non. assez lu philosophiquement. Exactement. Plus ce dernier point, déjà, tu comprendras jamais la pertinence de ce que veut dire le texte que tu es en train de lire. Enfin, et donc, c'est soit tu le comprendras pas, soit tu le trouveras trivial, mais t'en comprendras pas vraiment l'essence même. Et surtout, on dit que les gens qui le lisent avec pas forcément un bon esprit, ça rend fou les personnes. Donc on met beaucoup de mise en garde sur les lectures et notamment de la Kabbale. On sait qu'à l'intérieur, enfin on dit qu'à l'intérieur, on peut avoir la résolution de toutes les grandes énigmes qui peut nous entourer, et que, enfin, le livre de ta vie et de la vie de tout le monde est écrit dans la Kabbale. On en arrive après à des concepts vachement métaphysiques, et enfin, moi je sais que voilà, j'ai déjà essayé d'ouvrir pour voir, mais j'ai jamais lu réellement, et j'ai clairement pas le niveau pour comprendre ce qu'il y a noté à l'intérieur. Ouais, il faut du... Bah, c'est toujours le même truc, hein, c'est ça.
Ouais, bah voilà, il y a des, je sais pas, moi je suis toujours assez convaincu par les choses simples, hein, même dans ces trucs-là, simples, efficaces, que tu peux tester toi-même Ouais. et te faire une idée de toi-même si Pour c'est revenir à juste ce que ou tu pas. faisais, Ouais, justement, ça c'est ce qui me plaît dans ton approche. Simple, efficace, direct. ouais, On teste, on voit, et puis on met en pratique, ça marche, on réajuste, si ça va pas, c'est top. ouais, ouais. Alors, ça nous donne quel est le nom de l'émission? Parce que là, j'ai. Et oui, Alors, on a l'entraide. parlé de quoi? Alors on a parlé de Twitter, ça je me souviens, on a parlé de ces habits un peu fous, On a voilà. parlé du retour de cette vieille industrie avec IBM et Philips. Ça, Oui, on oui, peut c'est aussi vrai. trouver, Big Blue. Big Blue. on peut trouver un petit Euh, quelque chose aussi on autour a de Big parlé de Blue's ça. watching Marissa. you. Big Blue's watching you. C'est Euh, un peu long. Ouais, c'est trop long, ouais. Skywiz propose quelque chose autour de Twitter, effectivement. On a pas mal parlé autour de Twitter. Euh, Ouais, c'est juste, c'est juste. À l'occasion, le Ulule aussi, on a parlé. c'est vrai on a eu un passage aussi là-dessus. Ulule versus Kickstarter. Mais c'est un peu trop Hmm, concret. ouais, c'est compréhensible, donc ça va pas. Oui. Ah, on n'a pas fait Ben Test Mega. J'aurais été très curieux de savoir ce Ah que tu ouais. allais dire. Ah oui, c'est juste. Ouais. Bon, j'avais pas Ah, grand-chose à merde. dire, mais on regarde pour la semaine prochaine alors. T'as téléchargé plein de films? Non. Confidence and Protection. Hardware. Ah ouais. Ulule My Pants. Indie. Là, My Pants. Indie My Twitter. est-ce que je regarde pas la chatroom? Est-ce que Fabrice Indie Starter. Indie Starter. Indie Starter pour Indiegogo Star Kickstarter. Non. Ça, c'est méta. Indie Starter, tu mets? On pourrait l'appeler Cabal. Ah bah, Il n'y a que ouais. nous qui comprenons. Ah ouais, il y a que ceux qui sont restés à la fin de la fin. Ouais. C'est trop Rien du mystique. tout. C'est trop mystique. Les gens comprendront jamais quelle est la... Mind like water, my friend. Ah oui, on a parlé ou bien de Confucius. Attends, c'était quoi la quote? C'est bien ça. Ouais, mais on aurait pu aussi faire un Because Marissa Said. Enfin, Ah ouais. Mind like Marissa. Mind like Marissa, oui. Ça, c'est bien cryptique. Pourquoi on a toujours que les mots en mind like Marissa? On a que des titres en anglais. Mais enfin, voilà. Ouais, ça va pas quoi. Mind like Marissa, on peut dire. Ça, c'est pas mal. Mais enfin, si vous trouvez mieux, vous pouvez la changer. Hein. C'est enregistré dans le brouillon. Nip Crowd. Ah ouais, Nip Crowd, ouais. Dans la bonne tradition que quand on sait pas trop. On utilise le mot nip. Et tout est excusé. And Elopsed. Ah ouais, il y a aussi ça. Ouais. Elopsed. Bon, écoute, on en a une poignée. Oui, c'est Ask My Backers. Oui, c'est vrai qu'on aura un petit peu. Ask My Backer. Ah oui. Ouais, c'est la nouvelle émission qui est très très bien d'ailleurs. Tout à fait recommandée. Enfin, il n'y en a eu qu'une de ce que je sais, mais qui était très bien. Et qui n'est pas tellement orienté forcément tech et tout ça, donc c'est un bon complément à ce qu'on fait aussi. Ok, très bien, messieurs. Bon, alors. on t'aide à statuer définitivement. Leçon et devoir pour quand tu veux, mais c'est de nous faire un pilote. Un pilote qui serait un hors-série Niptech pour parler des sales. Ouais, voilà, ouais. Ok, oui. Je m'engage de le faire avant la fin d'année. Ouh, Ok, ça c'est bon. que ce soit écrit et accompli, comme on disait dans. 11 novembre, donc d'ici un mois et demi, on aura. C'est énorme que tu saches que je fais cette référence par rapport à ça. C'est énorme. Ah oui? Ah ouais, je connais peu de gens qui peuvent me le citer. Ah ouais? Ouais, c'est vrai, c'est surprenant. Ah bah, c'est le cabal alors. C'est clair. C'est le côté mystique de cette émission. Exactement. On est dedans. Bon, merci à tous. Merci à vous. Sky, tu es toujours là parce qu'on te voit en noir. Okay. Ouais, je suis là, mais en fait, ça bug la cam là. Okay. Ah, c'est ça, parce que c'est avec le partage écran là, ça veut pas revenir. Ok, ça fait invité mystère. Bon bah en merci. Tout cas, merci à toi merci pour ce que tu fais.
Exactement. Merci à la Merci beaucoup, chatroom. Sky. Et Si puis, on est toujours dessus, je sais même pas. oui.